Hello famille, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour le 4e secret et ce 4e secret concerne l'hydratation. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi il est important de bien être hydraté, de boire beaucoup d'eau. C'est là le 4e secret. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, bienvenue. Je suis Anne-Jocelyne Kofi. Je suis drépanocytaire et j'aide tous les drépanocytaires et les parents de drépanocytaires à dompter la drépanocytose par la foi, les pensées positives et les bonnes pratiques. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une série de 5 jours de formation portant sur les 5 secrets pour réduire les crises de drépanocytose sans médicaments. Alors, le premier jour, on a parlé de la nutrition, comment est-ce qu'il fallait manger et qu'est-ce qu'il fallait manger et qu'est-ce qu'il ne fallait pas manger. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dans notre bouche. Ensuite, nous avons vu l'exercice physique, puis nous avons parlé de la gestion du stress. Aujourd'hui, nous voyons l'importance de s'hydrater, l'importance de boire l'eau. Alors, on va aller ici pour 3 parties, d'accord? On va expliquer un peu pourquoi il est important pour le drépanocytaire de boire et quel est le lien entre l'hydratation et les crises de drépanocytose. Ensuite, nous verrons quelles sont les stratégies à mettre en place au quotidien pour maintenir une hydratation adéquate. Puis, nous verrons le rôle des boissons isotoniques. Donc, ce sont des boissons, des types de boissons pour nous hydrater. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le pourcentage d'eau dans le corps, il faut dire que notre corps est composé à 60%, d'accord, pour les adultes, à 60% d'eau, d'accord. Donc, le cerveau et le cœur contiennent environ 73%, donc de l'eau que nous buvons. Ensuite, les poumons, environ 83%. Ensuite, les muscles et les reins, 79%. Et ensuite, la peau utilise environ 64% d'eau que nous consommons. Et les os, environ 31%. Donc, pour vous dire combien de fois l'eau est importante pour le corps humain, c'est-à-dire quoi? Tous nos organes sont baignés dans l'eau. Nous avons été créés à partir de l'eau. C'est-à-dire quoi? L'eau est notre source de vie. C'est notre source de vie. Donc, c'est vraiment important. Encore maintenant, pour les enfants, peut-être on est autour de 75%, 45%. Voilà, parce qu'ils n'ont pas encore fini leur croissance. Donc, il est vraiment important de savoir que nous sommes composés d'eau. Donc, nous avons besoin de l'eau pour tout. Nos yeux sont baignés dans l'eau, nos narines sont dans l'eau, notre bouche est dans l'eau. Tous nos organes sont dans l'eau. Quand nous transpirons, c'est de l'eau. Quand nous... tout ce que nous faisons, c'est de l'eau. Notre cerveau est baigné dans de l'eau. Nos reins ont besoin d'eau pour bien fonctionner, etc., etc. Donc, il est important de boire l'eau puisque c'est vraiment un must-have, c'est vraiment nécessaire pour notre santé à tous, que ce soit pour les bien portants ou pour les drépanocytaires. Voilà. Quelles sont les raisons de consommer l'eau? L'eau va hydrater ce qu'on appelle nos cellules. Donc, l'eau constitue une grande cellule. Toutes nos cellules sont baignées dans l'eau, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'eau est importante pour nos cellules, en ce sens qu'elle est nécessaire pour maintenir la structure de nos cellules et faciliter les réactions chimiques. Et bien sûr, permettre le transport des déchets et des nutriments. Le deuxième point, c'est que l'eau permet de réguler la température corporelle. D'accord? Quand il fait chaud et que vous buvez, l'eau permet d'évacuer la chaleur par la transpiration. Donc, à l'intérieur, quand c'est chaud, vous pouvez prendre votre température. Quand c'est chaud, le corps fait quoi? Le corps tente de brûler cette chaleur-là à travers
notre transpiration. Donc, vous allez voir que lorsque il fait chaud, vous transpirez, ou lorsque vous êtes en train de faire une activité, vous transpirez. Parce que le corps est en train de faire sortir le trop plein de chaleur qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà. C'est vrai. Parce que si vous pouvez faire une expérience simplement en mettant votre doigt et en respirant, vous allez voir que l'intérieur de votre corps est beaucoup chaud. Donc, le corps tente d'évacuer cette chaleur-là à travers la sueur, à travers l'eau et grâce à l'eau. Le troisième point pour lequel l'eau est importante, c'est qu'il permet le bon fonctionnement de tous nos organes, le foie, le rein, le cœur, le cerveau. Et tout cela permet de faire quoi? De la filtration des déchets. Donc, le rein va utiliser l'eau pour filtrer les déchets. La digestion par le, comment dirais-je, par le tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous mangez, d'accord, il y a ces contractions-là que votre estomac fait et vos gros intestins, tout ça pour faire suppléer. Et ils ont besoin d'eau, ces organes-là ont besoin d'eau pour évacuer les nutriments et pour évacuer également tout ce qui est déchet. Voilà. Le quatrième point pour lequel il est important de consommer beaucoup d'eau, c'est que l'eau soutient nos muscles. Pourquoi? Parce que ça permet une élasticité. Voilà, ça c'est un mot difficile à prononcer. Voilà. Donc, l'eau va permettre de faire quoi? De rendre vos muscles très élastiques. Et va permettre aussi une souplesse des muscles. Donc, ça va éviter ce qu'on appelle les crampes. Si vous voyez que vous avez beaucoup de crampes, ça veut dire que vous êtes déshydraté. Donc, les crampes sont un peu un symptôme pour vous signifier que vous êtes déshydraté et que vous devez consommer de l'eau. Voilà. Ensuite, l'eau va vous permettre de faire quoi? De vous concentrer. Donc, le cerveau a besoin de beaucoup d'eau pour rester en alerte et concentrer et soutenir le processus de réflexion et tout le fonctionnement de tous les organes. Le cerveau est disons, le QG du corps, d'accord? Donc, le QG du corps, c'est-à-dire quoi? Le cerveau est le centre de tout ce que nous faisons. Lorsque je lève mon bras, c'est par le cerveau que j'arrive à le faire. Lorsque je suis en train de manger, c'est par le cerveau qui donne des informations à ma bouche de pouvoir mâcher l'aliment et de l'avaler. Une fois que j'ai avalé l'aliment, c'est le cerveau qui permet de dire à l'estomac de commencer la digestion. Donc, tous les processus à l'intérieur de nous sont exécutés par le cerveau. Donc, le cerveau a besoin d'être hydraté et pour permettre une meilleure organisation, donc pour qu'il puisse se concentrer convenablement pour effectuer tous les processus dont il a besoin. Voilà. Ensuite, il faut savoir que l'eau permet d'avoir une très belle peau. Voilà. Pour toutes les femmes, même les hommes qui voudraient avoir une très belle peau. Parfois, on me dit, j'ai pas de boutons, j'ai pas ceci. Mais c'est l'hydratation qui le permet. C'est l'hydratation qui le permet. Lorsque vous êtes très bien hydraté, la peau va respirer. La peau, comment dirais-je, va prévenir cette sécheresse-là. Elle sera en bonne santé et elle va respirer convenablement. Ensuite, l'eau permet également d'éliminer les déchets du corps, non seulement par l'urine, mais aussi par la transpiration. L'eau permet aussi de prévenir la constipation. Donc, j'en ai parlé au niveau du premier secret de la nutrition. On a constaté que les drépanocytaires sont beaucoup constipés du fait qu'ils ont un problème au niveau du métabolisme, au niveau gastrique. Donc, du coup, lorsque vous buvez beaucoup d'eau, lorsque vous vous hydratez correctement et convenablement, vous avez
pas de problème ou de difficulté à faire quoi? À évacuer. C'est par l'eau que les déchets du corps peuvent sortir. C'est par les déchets, par l'eau, pardon, que, par exemple, nos selles sortent. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, lorsque vous n'êtes pas hydraté, vous faites la constipation et les selles sont dures à sortir et ça vous crée des problèmes tels que les hémorroïdes et autres, tout ça, d'autres maladies, d'autres infections, etc. Ensuite, l'hydratation va soutenir aussi votre système immunitaire. C'est vraiment important. Donc, c'est important pour maintenir le bon fonctionnement du système immunitaire et contribue à la prévention contre certaines maladies. Voilà. Excusez-moi. Et enfin, l'eau vous permet, pour ceux qui pratiquent l'activité physique, voilà, une hydratation appropriée permet de maintenir l'endurance, la force musculaire et d'accélérer la récupération après l'exercice. Voilà pourquoi les sportifs vont boire de l'eau après avoir couru, après avoir fait l'effort. Donc l'eau est vraiment importante pour toutes ces raisons que je viens de citer. Alors, quel est le lien entre l'hydratation et les crises de drépanocytose? Alors, il y a, je dirais, 4 liens. Pourquoi? Le premier lien, c'est la rigidité des globules rouges. C'est-à-dire quoi? On sait tous que le drépanocytaire a des globules rouges en forme de fossiles. Compte tenu de cette anomalie génétique-là, donc les globules rouges ont tendance à être rigides et à se déformer. Or, surtout en cas d'hydratation, de déshydratation plutôt. Lorsque vous êtes en déshydratation, lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, lorsque vous ne vous hydratez pas assez, il se trouve que vous rendrez difficile, d'accord, la circulation sanguine. Donc, les globules rouges ne baignent pas, donc le sang n'est pas fluide et ne permet pas de faire circuler aisément ces globules rouges en forme de fossiles. Donc, du coup, on se retrouve avec des globules rouges qui sont rigides, qui deviennent un peu durs, comme on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, qui deviennent un peu durs. Ils ne sont pas flexibles. Donc, du coup, ils ont tendance à s'agglutiner dans les vaisseaux sanguins. Et ce qui va bloquer la circulation du sang et créer la crise vaso-occlusive. Voilà. Donc, il est important de s'hydrater. Pourquoi? Parce que cela rend fluide le sang. Du coup, les globules rouges en forme de fossiles sont à l'aise pour circuler dans ce sang qui est fluide là et moins dense. Et du coup, ça évite les crises. Voilà. Ensuite, lorsque vous ne buvez pas, il y a un stress sur la circulation sanguine. Je m'explique. La déshydratation peut entraîner une diminution de quoi? Du volume sanguin. Donc, comme je l'ai expliqué, lorsque vous êtes stressé, vous pouvez hémolyser. D'accord? Donc, vous pouvez perdre du sang. Ou, comment dirais-je, la diminution du sang peut faire que votre sang devient visqueux. Donc, ça devient un peu lourd, un peu comme s'il va coaguler. Voilà. Donc, c'est ce que c'est que la viscosité du sang. Donc, cela va créer un stress supplémentaire ou ça dans votre circulation sanguine. Donc, ici, ce n'est pas un stress qui est externe, mais c'est plutôt un stress interne à vous. Simplement parce que vous ne buvez pas d'eau. Donc, puisque l'eau manque à votre organisme, l'organisme qui a besoin de près de 75, qui est fait de 75% d'eau, manque d'eau et du coup, cherche des moyens de trouver de l'eau pour gérer le métabolisme. Donc, puisqu'il n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il se crée ce stress-là au niveau de la circulation sanguine. D'accord? Donc, chez les drépanocytaires, cela peut augmenter le risque de crise vaso-occlusive ou bien les vaisseaux sanguins sont obstrués et vous avez une anémie
comment dirais-je, sévère. Donc l'anémie va s'accentuer et du coup, vous vous sentez malade et vous êtes simplement malade parce que vous n'avez pas consommé d'eau. Ensuite, le troisième point, le troisième lien entre l'hydratation et les crises de drépanocytose, c'est que lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, lorsque vous ne vous hydratez pas assez, il y a la diminution de l'oxygénation dans les tissus. C'est-à-dire, donc, l'eau qui contient dans sa formule chimique, pour ceux qui font la chimie, de l'hydrogène et de l'oxygène, lorsque vous buvez de l'eau, cet oxygène-là vient aider l'oxygène, c'est-à-dire vient combler l'oxygène que vous captez à travers votre respiration, donc au sein de votre nez. Du coup, c'est l'oxygène de l'eau qui va aider aussi à transporter le sang, l'oxygène par les globules rouges vers les autres organes. Donc quand ça ne se fait pas, quand vous êtes déshydraté, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a comment dirais-je, vous avez la capacité à transporter, donc disons, les globules rouges ont des difficultés, pardon, à transporter l'oxygène. Pourquoi? En raison de la forme d'abord, ensuite en raison du fait que l'oxygène, en raison du fait que le sang n'est pas fluide et qu'il est visqueux, simplement parce que vous n'êtes pas hydraté. Voilà. Donc c'est un peu ce mécanisme-là que on tente d'expliquer. Voilà, ça c'est vraiment technique. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire pour que je puisse essayer de l'expliquer de manière plus terre à terre. Voilà. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre parce que c'est beaucoup de techniques et j'ai essayé de synthétiser un peu les explications pour le rendre un peu plus accessible à tout le monde. Voilà. Donc le quatrième lien, donc je continue. Donc le quatrième lien entre l'hydratation et les crises de drépanocytose, c'est l'augmentation du risque de fièvre. Lorsque vous ne buvez pas, vous avez des infections. Donc ces infections-là viennent d'où? Viennent du fait que le corps manque d'eau. Donc puisqu'il manque d'eau, il est sujet à des infections parce que les métabolismes ne marchent pas, ne fonctionnent pas correctement. Et du coup, vous avez ces infections-là qui peuvent vous attaquer. Et lorsqu'il y a des infections, vous faites quoi? Vous faites de la fièvre. Donc le corps se défend. C'est un peu la bataille entre les globules blancs et les infections qui fait que notre corps chauffe. C'est un peu comme un champ de bataille. Donc le corps il réagit comme ça. Donc vous avez de la fièvre, l'enfant a de la fièvre et du coup il est en train de perdre quoi? Du sang. Donc vous allez avoir aussi comment dirais-je, des déclenchements de crise simplement parce que la fièvre est au top. Voilà pourquoi les médecins préconisent que pendant les crises vaso-occlusives, il faut boire beaucoup d'eau. Quand vous avez de la fièvre, il faut boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va permettre et donner du tonus à votre corps pour faire quoi? Pour lutter efficacement contre l'infection. Voilà. Donc, quelles sont les stratégies pour maintenir une hydratation adéquate? C'est-à-dire quoi? Quelles sont les stratégies pour pouvoir boire beaucoup d'eau? Parce que, je le dis, c'est pas toujours évident. D'accord? Il y a certains drépanocytaires qui n'aiment pas boire. J'en ai rencontré, j'en ai croisé. Il y a certains qui disent, oh, moi, je n'aime pas boire. Je peux faire ma bière. Ça arrive. Il y a des drépanocytaires qui n'aiment pas boire. Pourquoi? Bon, laissez à l'appréciation de chacun. Donc, il y a des stratégies. Donc, vous pouvez, par exemple, pour boire suffisamment d'eau, il y a plusieurs stratégies. Soit vous commencez des habitudes par demi-verre toutes les 2 heures. Demi-verre toutes les 2 heures pendant près de 21 jours. Après, vous passez à un verre toutes les 2 heures. Donc, ça augmente la quantité de l'eau que vous consommez. Et ça aide votre corps à être hydraté et à être à l'aise. Voilà. Donc, il faut vous rappeler, si vous n'avez pas disons, vous n'arrivez pas à vous
à vous rappeler. Mettez une alarme sur votre téléphone disant que vous devez boire de l'eau toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. Ça va vous permettre de faire quoi? De vous rappeler et de pouvoir boire. Pour les enfants, c'est plus délicat parce que le parent doit être près de lui pour l'emmener à boire de l'eau. Comptabiliser toutes les heures ou toutes les 2 heures qu'il prenne un demi-verre d'eau, ce sera vraiment profitable pour lui. Si l'enfant est à l'école, il est important de communiquer avec ses enseignants afin qu'il puisse s'hydrater de manière continue tout au long de la journée. Parce qu'il y a des drépanocytaires enfants, lorsqu'ils vont à l'école, ils reviennent avec les gouttes remplies. Ils ne boivent pas d'eau. Or, si par exemple l'enseignant est informé de sa situation, de son cas, il peut l'amener à boire l'eau. Voilà, surtout pour les plus petits. Voilà. Pour les plus grands, il faut les sensibiliser. Et puis, qu'ils aient toujours une gourde à disposition dans leur sac. Voilà, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi infuser de l'eau avec des saveurs. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez ajouter des tranches de fruits pour ceux qui n'arrivent pas, surtout pour les plus petits. Des tranches de fruits vraiment sucrées, pas de sucre ajouté, attention, pas de sucre. Pour ceux qui aiment le miel, vous pouvez faire de l'eau au miel, qui est très bon aussi pour le cerveau et pour l'hydratation. Donc vous pouvez le faire boire à l'enfant et même en tant que grande personne. Donc si vous êtes un grand drépanocytaire, vous pouvez faire ces techniques-là aussi pour vous aider à boire. Vous pouvez aussi vous aider aussi à partir du thé, des thés non caféinés. Attention, le thé, vous prenez soit du thé de moringa, soit du thé vert, voilà, qui sont des thés qui vraiment, même de quinqueliba. Pour les quinqueliba, pour ceux qui travaillent, vous pouvez faire, le quinqueliba coûte pas cher au marché. Vous avez les petits sachets là, ils vendent ça à 100 francs. Vous prenez ça, vous faites les infusions, vous mettez ça dans une thermos de 1 litre que vous transportez partout dans votre sac et que vous consommez tout au long de la journée. Non seulement ça vous hydrate, mais ça vous apporte des nutriments nécessaires à votre corps. Voilà. Vous pouvez également, pour les plus petits, vous pouvez faire un petit tableau d'objectifs pour qu'ils notent chaque fois qu'ils boivent de l'eau sur ce petit tableau là. Ah, aujourd'hui lundi, j'ai bu l'eau à tel nombre de fois. Voilà, j'ai bu 10 verres d'eau. Voilà. Quand ils notent, c'est comme des petites victoires. Donc, vous allez voir que ça va devenir une habitude. Et même s'il n'a pas bu, il va s'en rappeler et il va boire. Parce que son corps va le redemander. Boire de l'eau, c'est une habitude. Il faut prendre cette habitude-là. Or, pour que le corps puisse prendre une nouvelle habitude, il vous faut que 21 jours. En 21 jours, vous prenez une nouvelle habitude. Donc, si pendant 21 jours, chaque jour, vous prenez un demi-verre d'eau toutes les 2 heures, voilà, ou un verre d'eau toutes les 3 heures, vous allez voir que facilement, le mois qui va suivre, à partir du 22e jour, 23e jour, vous le faites naturellement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contraint, voilà, de le faire. Voilà. Aussi, vous pouvez, une autre stratégie, c'est de pouvoir fractionner les consommations d'eau, comme je l'expliquais. Donc, lorsque vous fractionnez l'eau, c'est-à-dire quoi? Vous décidez de boire demi-verre d'eau toutes les 2 heures. Après, vous passez à 1 verre d'eau toutes les 2 heures. Ensuite, vous pouvez passer à 1 verre et demi d'eau toutes les 2 heures, etc., etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous augmentez la dose. Mais attention, il ne faut pas en boire trop. Plus de 3 litres par jour, c'est pas bon. Là, vous allez vous noyer. C'est-à-dire que vous allez noyer vos organes. Donc, ça doit être juste. Donc, vous ne devez pas dépasser les 2,5 litres. Donc, en fonction de votre morphologie. Les plus petits, 1,5 litre, 2 litres maxi, c'est bon pour eux. Pour les plus grands, vous pouvez aller jusqu'à 3 litres. C'est bon. Après les 3 litres, vous stoppez. N'allez pas au-delà, sinon vous allez vous noyer. Comme on le dit, tout excès nuit. Voilà. Une autre stratégie pour vous hydrater, c'est de surveiller vos urines. Attention. Même pour les plus petits, sensibilisez-les pour qu'ils, chaque fois qu'ils urinent, ils puissent observer leur urine.
Plus l'urine est foncée, plus vous êtes hydraté. Plus l'urine est déshydratée. Plus l'urine est claire, cela sous-entend que vous vous hydratez correctement et c'est bon. Les reins travaillent correctement, le foie également et la rate également. Donc, tous vos organes fonctionnent correctement. Mais si lorsque vous urinez, vous voyez que l'urine est foncée, c'est-à-dire un jaune foncé qui tend au marron, attention, ça veut dire que vous êtes beaucoup déshydraté. Commencez à boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. Pour les plus petits, vérifiez. Les mamans, vérifiez. Chaque fois qu'il fait pipi, vérifiez. Incitez-le à vérifier ses urines également. S'il regarde ses urines, qu'elles sont trop marron, qu'il prévienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien hydraté. Si les urines tendent à être rouge foncé, ça veut dire qu'il fait une hémolyse. Donc, le sang est en train de se casser, dû soit à une déshydratation, soit à une infection. Voilà. Donc, ça, c'est les deux points concernant la surveillance de l'urine. Ensuite, en cas de chaleur, il faut être, disons, s'hydrater abondamment. Pourquoi? Parce que vous perdez d'abord, le corps à l'intérieur est chaud, l'environnement extérieur est chaud, donc le corps dégage beaucoup de chaleur. Donc, il perd beaucoup d'eau. C'est comme si vous mettez un vêtement que vous venez de laver au soleil. Vous allez voir que avec le temps, il sèche. Donc, c'est exactement ce qui se passe au niveau du corps. Quand il fait chaud et que vous êtes exposé au soleil, donc, il y a un risque d'augmentation d'hydratation. Donc, ayez toujours une bouteille lorsque vous sortez en cas de chaleur. En cas de chaleur. Et utilisez des vêtements légers, en coton de préférence. Surtout les drépanocytaires, en coton de préférence pendant la chaleur. Pas de vêtements serrés. Pas de vêtements trop plaqués. Sinon, ça évite que votre corps respire convenablement. Voilà. Ensuite, vous pouvez également boire. Stratégie pour consommer beaucoup d'eau. Vous pouvez, disons, comme je l'ai dit, soit commencer petit, soit aller, disons, chaque matin à votre réveil. Prenez un verre d'eau. C'est très important. Ça permet de réveiller les organes qui étaient endormis pendant que vous étiez en train de dormir. Parce qu'en ce temps-là, le cerveau tente de fonctionner à gérer les souvenirs de la veille. Donc, tous les organes sont au repos. Donc, pour les réveiller, pour leur permettre de reprendre l'activité, buvez un verre d'eau. C'est vraiment important. Il est important que vous sachiez que vous devez éviter beaucoup de choses pour, comment dirais-je, ne pas être déshydraté. L'alcool et la cigarette. Bon, je ne sais pas s'il y a des drépanocytaires qui fument, mais si c'est le cas, arrêtez. Parce que ça vous déshydrate non seulement les poumons, mais également le corps entier. Vous allez voir, généralement la plupart des fumeurs sont chétifs, et puis voilà, vous avez l'impression qu'il manque d'eau. Donc, évitez la cigarette et l'alcool. L'alcool, c'est un aliment très acide pour l'organisme. Donc, pour les bien portants, ça peut passer, ils peuvent le gérer. Mais pour les drépanocytaires qui ont un environnement un peu délicat, il est important de ne pas forcer sur l'alcool. D'accord? Donc, vous pouvez vous permettre de prendre l'alcool dans des, comment dirais-je, juste un verre pendant des cérémonies et tout ça, mais ne pas exagérer. C'est-à-dire quoi? Tous les week-ends, on est en train de faire la fête et puis on est en train de boire de l'alcool. Ça vous déshydrate. Pour les bien portants, oui, ça déshydrate, mais pour les drépanocytaires, ça fait le travail 2 fois plus, ça déshydrate 2 fois plus vite qu'un bien portant. Donc, faites beaucoup attention à cela. Chers parents d'enfants drépanocytaires, sensibilisez vos enfants, sensibilisez les plus petits, afin qu'ils puissent boire. Expliquez-leur combien est-ce que c'est important de boire, que leur cerveau a besoin d'eau, que leur corps tout entier a besoin d'eau. C'est vraiment important. Voilà.
Quel est le rôle des boissons isotoniques? Bien, c'est quoi d'abord une boisson isotonique? Donc, une boisson isotonique, pardon, c'est une solution liquide qui est conçue pour fournir rapidement de l'eau. C'est-à-dire quoi? Donc, parfois on boit l'eau, on boit de l'eau, mais on peut prendre aussi des boissons isotoniques qui vont nous permettre non seulement d'augmenter l'hydratation, mais également de le faire rapidement. Voilà. Donc, voilà. Donc, ces boissons sont formulées pour faciliter une absorption rapide et efficace. Donc, ils vont aider le métabolisme. D'accord? Donc, comme je l'ai expliqué, le corps a besoin de ce qu'on appelle des électrolytes. Donc, des électrolytes, ce sont des nutriments qui sont le sodium, le potassium, le magnésium. Souvent, quand vous êtes malade, on vous fait des examens pour savoir si vous avez du magnésium, si vous avez du potassium, si vous avez du sodium. Si vous n'avez pas tout ça, on vous fait des sérums pour hydrater votre corps et vous apporter ces différents nutriments-là. Mais ces nutriments-là, on les a que lorsqu'on consomme beaucoup d'eau. D'accord? Lorsque on est réhydraté. Voilà. Donc, les boissons isotoniques aident à compenser la perte d'eau, donc des fluides dus à la transpiration, ou bien pour maintenir l'équilibre hydrique donc au niveau du corps. D'accord? Donc, maintenir le niveau de l'eau au niveau du corps. Donc, les apports en électrolytes, donc je l'expliquais, donc les électrolytes, c'est un peu, comment dirais-je, des petites particules chargées électriquement, donc qui sont dans notre sang, qui transportent, donc qui sont dans toutes les parties de notre corps, dans les muscles, dans le sang, dans tous les organes. D'accord? Donc, les principaux, comme je l'ai expliqué, c'est le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, et puis il y en a encore d'autres. Donc, les principaux, c'est ceux que je viens de citer là. Donc, ces petites particules, donc ces nutriments-là, ces vitamines-là, comme on peut le dire, permettent de maintenir l'eau dans nos cellules. Donc, quand vous buvez de l'eau, l'eau peut s'évaporer. L'eau peut s'évaporer, mais elle arrive à ne pas s'évaporer grâce à ces éléments-là, au calcium, au potassium, au sodium, d'accord, et au magnésium. Donc, lorsque vous faites du sport, vous transpirez, vous perdez de l'eau. Lorsque vous êtes malade, que vous avez de la fièvre, vous perdez de l'eau. Lorsque vous avez mal au ventre, que vous avez la diarrhée, vous perdez de l'eau. Voilà pourquoi on fait l'Oracel avec du sel. Donc, le sel, c'est en fait un électrolyte qui contient du sodium. Voilà. Et même quand vous arrivez à l'hôpital, on ne vous fait pas du glucose, mais on vous fait un sérum salé. Pour faire quoi? Pour vous amener l'hydratation nécessaire et pour permettre de faire quoi? De garder, de maintenir le niveau d'eau au niveau de votre corps. Voilà. Donc, disons, l'hydratation va vous permettre, les boissons, pardon, isotoniques vont vous permettre de fournir de l'énergie, d'accord, et vont vous apporter ce qu'on appelle des glucides. Donc, il y a plusieurs types de nutriments. On a les glucides, les protides et tout ça. Ce sont des différents nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner. Donc, pour être en bonne santé, pour pouvoir faire des activités physiques et éventuellement pour pouvoir se maintenir. Donc, maintenir le niveau de vie, pouvoir faire des activités, pouvoir réfléchir, etc., etc. Donc, tous ces différents nutriments-là, on les trouve dans la nourriture, mais également au niveau de l'eau et au niveau des boissons isotoniques qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je vais vous donner quelques-unes et puis, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Quelles sont les boissons isotoniques que vous pouvez consommer, d'accord, qui sont adaptées à vous, aux drépanocytaires. Donc, comme je l'ai expliqué, dans la nutrition, vous avez le jus de baobab qui est très riche en vitamine C, antioxydants, et il est plein d'électrolytes. Donc, à lui seul, il a le potassium, il a le sodium, il a le calcium, il a le magnésium et tous ces éléments-là. Donc, vous avez besoin simplement de prendre votre jus au petit déjeuner, du jus de baobab pour la journée. Ça permet de maintenir et de garder
sauvegarder et maintenir votre hydratation, donc l'eau, et permettre le meilleur métabolisme au niveau de votre corps. Donc du coup, si le métabolisme se fait convenablement et correctement, vous allez voir que les crises, elles stoppent, elles ne vont plus arriver. Simplement parce que le métabolisme est bon et que vous avez tous les nutriments nécessaires. Souvent, lorsque vous manquez de sodium, de potassium, de magnésium, vous allez voir que vous avez des crises et les crises surviennent. Or, lorsque vous prenez ces différentes solutions isotoniques, ça vous aide non seulement à gérer l'hydratation et ça permet également de maintenir votre corps en bonne santé. Donc, du coup, à réduire considérablement les crises de drépanocytose. Voilà. Ensuite, vous avez le miel. Le miel, c'est une boisson isotonique vraiment riche, et je vous le conseille, d'accord? Donc, vous prenez de l'eau tiède de préférence ou de l'eau plate, pas de l'eau glacée, et vous mettez un peu de miel, d'accord, que vous buvez. Vous pouvez le prendre au matin au petit déjeuner, vous pouvez le prendre le soir avant de vous coucher, ou bien même à midi si vous avez un petit pot de miel comme ça avec lequel vous partez au travail. Pour les enfants, vous pouvez le faire au petit déjeuner. Vous pouvez le faire au petit déjeuner ou le soir quand ils rentrent de l'école, vous pouvez leur donner ça. C'est très nourrissant et ça aide à l'hydratation. Ces boissons toniques sont un ajout, un apport à votre eau que vous buvez. Attention. Donc, ce sont des apports, ce sont des suppléments. D'accord? Donc, au lieu de consommer beaucoup de médicaments, de compléments alimentaires et tout ça. Voilà. On a tout dans la nature. Dieu a tout créé et nous a donné par la grâce des plantes tellement puissantes que parfois on les ignore quoi en fait. Ensuite, vous avez le sel. Donc, le sel de mer, généralement qu'on dit le sel de mer, qui est un très bon électrolyte. Donc, le sel à lui seul, c'est comment dirais-je, c'est du sodium. Donc, vous pouvez juste en mettre une pincée dans de l'eau et puis vous buvez. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'apporter cet apport. Il ne faudrait pas que ce soit trop salé. D'accord? Juste une pincée avec les doigts comme ça, tout petit. Et puis vous saupoudrez dans votre eau et puis vous buvez cette eau-là. C'est énergisant et ça vous apporte tous les nutriments nécessaires à votre corps et ça vous permet d'être resté hydraté tout au long de la journée. D'accord? Ne le prenez pas en grande quantité. Généralement, c'est juste un peu, juste pour maintenir le corps. Mais après ça, vous le prenez une fois par jour, hein, pas tous les jours. C'est-à-dire que soit vous le prenez le soir au coucher, soit à midi, soit le soir. Ça, c'est selon votre ressenti. Mais vous le prenez une seule fois dans la journée. Ça permet de faire quoi? Ça permet de maintenir l'hydratation et ça vous aide, surtout en cas de chaleur et même pendant la diarrhée. Lorsque vous avez un problème gastrique et tout ça, ça vous aide également. Voilà. Vous avez un autre électrolyte, le citron. Le citron, il est un très bon électrolyte. Vous pouvez le combiner avec du thé de moringa ou vous pouvez le combiner avec disons du thé de Kengeleba, qui sont de très bons boissons isotoniques. Donc, voilà un peu quelques petites boissons isotoniques, qui peuvent vous aider à garder votre hydratation et à soutenir votre hydratation. Ce sont ces petits conseils-là que je termine aujourd'hui cette vidéo sur le 4e secret. Et je vous dis à demain pour le 5e secret. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vous souhaite de passer une excellente et agréable nuit. À demain.